Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter un premier exercice en lien avec la fiche numéro 2 sur les lois de Newton. Tu peux accéder à cette fiche ainsi que l'énoncé de l'exercice en cliquant sur les liens dans la description de la vidéo. Bon visionnage! Avant de commencer l'exercice, faisons un point de méthodologie sur les composantes d'un vecteur, et plus particulièrement sur le signe de ses composantes. Ce sera très utile pour les exercices à venir. On considère ici un vecteur f qui a pour composante fx selon l'axe OX et fy selon l'axe OY. Ce vecteur s'écrit en fonction des vecteurs unitaires i et j. Vecteur f égale fx vecteur i plus fy vecteur j. Ce que l'on écrit encore de manière simplifiée, fx, fy entre parenthèses. En mathématiques, un vecteur est souvent défini par deux points. Par exemple, a de coordonnées xa, ya et b de coordonnées xb, yb. La composante fx se calcule en faisant la différence xb moins xa. Comme xb est plus grand que xa, on en déduit que cette composante est positive. La composante fy se calcule en faisant la différence yb moins ya. Et comme yb est plus petit que ya, on en déduit que cette composante est négative. En physique, la plupart du temps, il n'y a pas de points A et B connus aux extrémités du vecteur. Pour déterminer le signe des composantes, on regarde l'orientation du vecteur par rapport à celui des axes. Par exemple, pour fx, on observe que le vecteur est orienté dans le même sens que l'axe OX. Cette composante est donc positive. Pour fy, le vecteur est orienté dans le sens opposé à l'axe OY. On en déduit donc que fy est négatif. Une autre manière de procéder est de comprendre que les composantes sont des projections du vecteur sur les axes. En se représentant mentalement la projection du vecteur f sur l'axe OX, on en déduit directement que fx est positif. De la même manière, en se représentant mentalement la projection du vecteur f selon l'axe OY, on en déduit que fy est négatif. Voilà pour le rappel sur le signe des composantes. Tu peux maintenant passer à l'exercice. Pour cet exercice, on considère un livre de masse 400 g posé sur une table horizontale. On incline la table d'un angle alpha égale 30 degrés et on observe que le livre reste immobile. Le livre est soumis à trois forces. Son poids P, la réaction N exercée par la table qui est perpendiculaire à la table, et le frottement F exercé par la table sur le livre. Pour simplifier les calculs, on nous donne le coefficient de pesanteur terrestre égal à 10 newtons par kilogramme. Première question, on assimile le livre à son centre d'inertie G. Représentez les forces qui s'exercent sur le livre à l'échelle 1 cm pour 1 newton. Dans un premier temps, on schématise la table qui fait un angle alpha égale 30 degrés avec l'horizontale, ainsi que le livre qui est assimilé à son centre d'inertie G. On peut facilement calculer la valeur du poids du livre en utilisant la formule P égale m fois G et en convertissant 400 g en kg. Le calcul nous donne 0,400 fois 10, ce qui fait 4,0 newtons. Le poids étant toujours vertical et orienté vers le bas, on trace facilement ce vecteur P de longueur 4 cm. Pour le tracé des autres vecteurs, il faut remarquer que le livre reste immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Selon le principe d'inertie, le livre est donc soumis à des forces qui se compensent. Pour pouvoir tracer les vecteurs force F et N, il nous faut utiliser des axes perpendiculaires. Un axe Gx selon la direction d'un déplacement possible du livre et un axe Gy de direction perpendiculaire à ce déplacement possible. En projetant le poids P sur l'axe Gx, on peut tracer la force P parallèle qui représente l'action du poids à faire glisser le livre le long de la table. On mesure pour cette force une longueur égale à 2 cm. Si le livre ne glisse pas, c'est qu'il est également soumis à une force de frottement F qui s'oppose à la force P parallèle. Cette force de frottement doit être de même longueur que P parallèle, soit 2 cm.
Maintenant, en projetant le poids du livre selon l'axe GY, on peut tracer la force P perpendiculaire qui représente l'action du poids à faire s'enfoncer le livre dans la table. On mesure pour cette force une longueur égale à 3,5 cm. Si le livre ne s'enfonce pas, c'est parce qu'il est également soumis à une réaction N qui compense P perpendiculaire. Cette force doit être de même longueur que P perpendiculaire, c'est-à-dire 3,5 cm. Les projections P parallèle et P perpendiculaire sont utiles pour le tracé des autres forces, mais ne doivent pas apparaître sur le schéma. Pour finir avec cet exercice très classique, retenons qu'une surface exerce toujours une force de réaction N perpendiculaire à la surface, qui retient l'objet et l'empêche de s'enfoncer, et une force de frottement F de direction parallèle à la surface et de sens opposé au déplacement éventuel de l'objet. Question 2. Donnez l'expression de la valeur de chacune des forces en fonction de mg et alpha, puis calculez leur valeur et vérifiez qu'elles correspondent à celles trouvées à la question 1. À la première question, nous avons déjà calculé la valeur du poids qui est égale à 4,0 Newton. Comme le livre est immobile par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen, nous pouvons utiliser la première loi de Newton. La somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le livre est égale au vecteur nul. Soit ici, vecteur P plus vecteur N plus vecteur F égale vecteur nul. Pour déterminer la valeur des autres forces, nous allons de nouveau utiliser les axes Gx et Gy définis à la question 1. Avec ce système d'axes, le vecteur P a pour composantes Px et Py. Nous savons que l'angle alpha correspond à l'angle entre l'horizontale et la table. Or, le poids est de direction perpendiculaire à l'horizontale, tandis que l'axe GY est de direction perpendiculaire à la table. Nous retrouvons donc l'angle alpha entre P et l'axe GY. Nous retrouvons également cet angle alpha ici en raison de la propriété des angles alternes internes. Le vecteur P forme avec ses composantes des triangles rectangles et nous pouvons utiliser des relations de trigonométrie. Nous savons que sinus alpha est égal à côté opposé sur hypoténuse, soit côté opposé égal à hypoténuse fois sinus alpha. Or, dans le triangle rectangle de la figure, Px correspond au côté opposé à l'angle alpha, tandis que P correspond à l'hypoténuse du triangle. Px étant une composante positive, on est déduit qu'elle est égale à P fois sinus alpha, soit également mg sinus alpha. Pour déterminer la valeur de Py, nous allons nous intéresser au cosinus de l'angle alpha. Par définition, cos alpha est égal à côté adjacent sur hypoténuse, soit côté adjacent égale hypoténuse fois cos alpha. Or, dans le triangle rectangle de la figure, Py correspond au côté adjacent, tandis que P correspond toujours à l'hypoténuse. On en déduirait donc que Py est égal à P fois cos alpha. Attention cependant, car ici Py est une composante négative. Il faut donc ajouter le signe moins et écrire que Py est égal à moins P cos alpha, ce qui donne également moins mg cos alpha. Revenons maintenant à notre égalité vectorielle en exprimant les composantes de chaque vecteur. Pour le vecteur P, nous venons de trouver mg sinus alpha et moins mg cos alpha. Pour le vecteur N, observons qu'il est dirigé et orienté selon l'axe GY. Ses composantes sont donc 0, n. Pour le vecteur F, nous voyons qu'il est dirigé selon l'axe Gx, mais orienté dans le sens contraire. Ses composantes sont donc moins f, 0. La somme de ces vecteurs est égale au vecteur nul, deux composantes, 0, 0. On obtient alors le système d'équations suivant. Mg sinus alpha plus 0 moins f égale 0 et moins mg cos alpha plus n plus 0 égale 0. On en déduit les expressions de f et n. F est égal à mg sinus alpha, tandis que n est égal à mg cos alpha. Le calcul nous donne F égale à 2,0 Newton et N égale à 3,5 Newton. Nous vérifions ici les résultats obtenus à la première question.
Cet exercice est maintenant terminé. Je te conseille de bien le revoir, avec en particulier la partie qui permet de trouver les composantes du vecteur P à l'aide des relations de trigonométrie. Tu seras confronté assez régulièrement à ce genre de raisonnement en mécanique. Je te souhaite bon travail et à bientôt.